Élie Domota ne désarme pas. Le leader du LKP a décidé de faire appel. Son objectif est d'être relaxé purement et simplement car il ne s'estime pas coupable. Henri Chalus était à Pointe-à-Pitre ce matin. Il a passé en revue avec le maire Jacques Bongou les projets d'une ville qui ambitionne de retrouver sa grandeur d'antan pour faire face au développement de la zone de Jarry et de la ville des Abîmes. Et puis Guilos Barra a chaussé sa casquette de maire aujourd'hui pour faire le tour de la ville. Il a présenté à ses administrés les projets qui feront de Petit-Bourg une ville dynamique et accueillante. Le reportage de Linda Kayarsi est à venir. Et enfin, nous le verrons, le Centre des métiers d'art a ouvert ses portes ce matin. Il a tenu à présenter au public sa panoplie de formation et démontrer ainsi sa capacité à mener la jeunesse vers les écoles supérieures spécialisées dans le domaine de l'art. Bonsoir et bienvenue sur RATV Guadeloupe. Vous l'avez vu, le leader du LKP, Élie Domota, ne désarme pas. Après l'annonce du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre de le condamner à une amende de 300 € pour fait de violence, il a décidé de faire appel de ce jugement. Pour lui, hors de question de payer une quelconque amende. Il estime qu'il doit être purement et simplement relaxé. Je vous propose d'ailleurs d'écouter sa réaction recueillie par Yvan Lemar. Ça peut paraître dérisoire. Et d'autant plus que dit nous que si nous avons payé dans les 20 jours, il n'y a pas de moyen de 240 €. Ne serait-ce que pour un demi-centime d'euro, nous pas d'accord. Son dossier monté de toutes pièces. Bougla même qui portait plainte là, il tirait plainte parce qu'ils savent qu'elles sont embêtées, qu'ils ont monté de toutes pièces pour décrédibiliser l'IGTG. Donc nous payons payer et nous pas fait appel parce qu'il est hors de question que vous fait nous passer pour des criminels alors que tous ces gens que nous pas porté plainte contre eux là, qui les blandins, qui les ayottes, ils n'ont pas qu'à convoquer au tribunal et pour tirer là qu'à monter complot pour faire rien à l'IGTG. Donc nous pas marcher dans ça. Et sachez que l'UGTG a décidé de lancer une série de meetings dans les communes. Le premier aura lieu vendredi prochain dans la commune de Morne-à-l'Eau à 19 h. Et vous, que pensez-vous de la condamnation d'Élie Domota à payer une amende de 300 €? Patrick Curie et Moïse Dexter vous ont posé la question. On écoute vos réponses. Je dirais que c'est juste une somme, juste pour s'acquitter peut-être d'un geste qui a été peut-être déplacé ou bien sur l'énervement. Juste une petite somme comme ça, moi je dirais ça comme ça. Hein. Je pense que c'est une condamnation symbolique. Ton preuve, prends rien contre ton homme pour condamner à ça. En plus, payer en novembre, nous avons un rabais, non c'est du n'importe quoi, nous ne pouvons pas ça. C'est big up ça, c'est quoi? C'est comme ça que ça devait se faire de toutes les façons. Voilà, hein. Il faut que les dossiers soient remplis pour pouvoir condamner certaines personnes. Et quand il n'y a rien à faire, on donne des amendes, c'est comme ça. 300 €, mais il aurait pu être relaxé. Si un tort, il paye. Voilà, ça. C'est la justice, hein. Bon, je fais confiance à la justice. Donc forcément, 300 €, bon, je sais pas, je n'ai pas véritablement suivi, donc je ne peux pas me prononcer. Sincèrement, c'est qu'il n'y a pas digéré, il n'y a pas accepté qu'en 2009, Élie Domota, c'est l'homme qui est en tête à monde qui fait les Français payer, mettez genoux à terre. Mais nous avons dit, prochain coup, nous attendons. Et ce matin, le président de région, Henri Chalus, s'est rendu à Pointe-à-Pitre pour une visite de terrain consacrée au projet majeur de la commune. Cette rencontre entre le président et le maire Jacques Bongou a été l'occasion pour les exécutifs d'aborder les dossiers prioritaires pour le développement économique de Pointe-à-Pitre. Une aide d'un montant de 3,2 millions € sera allouée à la ville de Pointe-à-Pitre pour lui redonner son cachet d'antan. Reportage Yvan Lemar. La région s'est engagée aujourd'hui à financer 6 projets présentés par la ville de Pointe-à-Pitre pour un montant d'environ 3,2 millions €. Ce qui est important, c'est que la municipalité puisse prendre la délibération et par la suite que la région puisse valider en commission permanente. Donc comme nous le disons, pour aller vite, ce sont des dossiers concrets, des dossiers qui sont prêts pour certains et il y a peut-être ce que nous prendrons en maîtrise d'ouvrage en fonction des possibilités de la rapidité. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions aller vite et financer tous ces projets. Parce que l'an prochain, il y aura notre budget, il y aura peut-être une autre tournée des communes, il y aura d'autres projets, il y a un programme politique présenté par les maires, notamment Pointe-à-Pitre, donc il faudrait qu'on puisse accompagner tous les maires et nous avons des élus, des conseils régionaux qui sont là, qui aussi poussent pour pouvoir faire avancer les dossiers de leur commune.
La réhabilitation de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, la construction de tribunes et d'équipements pour le stade Antonius, la vidéoprotection, l'aménagement et l'équipement des nouvelles structures du centre d'animation culturelle et éducative de Bergevin, l'aménagement des locaux et équipements sportifs de la Cédarboussier, l'aménagement d'un local pour les cuisinières et la requalification du hall bicentenaire, des projets jugés prioritaires pour la ville de Pointe-à-Pitre. On a fait le tri en disant ceux-là sont immédiatement réalisables. Alors quand je dis immédiatement réalisable, c'est pas le mois prochain, mais on s'est donné un délai, la région nous a proposé un délai de 2 ans. Nous lui avons dit de manière très réaliste que nous voulons prolonger ce délai de 3 ans et dans les 3 ans, l'ensemble de ces 6 projets seront réalisés complètement. Parmi les autres points évoqués lors de cette visite, la mise en place du bus de mer entre Gosier, Pointe-à-Pitre et Jarry et la réhabilitation du bâtiment de l'usine de Darboussier pour créer un centre régional d'art contemporain d'ici la fin de l'année. Et autre visite de terrain aujourd'hui, celle du maire de Petit-Bourg. Guy Losbar a décidé d'effectuer une sorte de tournée au sein de sa propre collectivité afin de présenter les différents projets de la ville. Linda Kayarsi l'a suivi. On regarde son reportage. Aménagement des berges de la Ravine 11h, prolongement de la place Sarro, création d'un golfe d'initiation ou encore développement économique de la zone de Rougeole. Les projets d'aménagement de la ville de Petit-Bourg se veulent résolument attractifs, aussi bien sur le plan économique, culturel et environnemental. On a d'abord vu des projets sur le centre au cœur du bourg, ensuite la zone de Vidégoirie pour que tout l'espace littoral soit aménagé. Mais on a pu voir concernant donc, le projet de golf, cette connexion à travers la rivière La Lizarde qui se faisait jusqu'à la base nautique. Donc créer ce lien entre les différents territoires pour donner cette cohérence, mais surtout de la valeur ajoutée pour les commerçants, pour les activités sportives, pour les activités culturelles et autres. Des chantiers colossaux pour un bourg renouvelé, une ville tournée vers la mer avec un port multifonction. Lorsque le port sera terminé et autres, qui se fera sur 4 ans, mais là, nous sommes sur la première tranche. Dès lors que la première tranche sera terminée en 2019, nous aurons la deuxième tranche concernant le port. Mais l'aménagement du littoral jusqu'à la Pointe de Blois qui se fera en 2 tranches. Donc en fin d'année, nous allons commencer la première tranche et 2019 la deuxième. Concernant le golfe également, nous l'avons pu le dire, c'est sur 3 ans. Donc ces projets, d'ici 2022, devraient être terminés complètement. Des aménagements financés par les fonds européens, des collectivités, mais aussi de capitaux privés. Nul doute que dans les mois et années futures, la commune connaîtra une véritable métamorphose. Et vous rêvez de devenir propriétaire? L'ADIL pourrait bien vous aider à concrétiser votre projet. La semaine prochaine, l'Agence départementale d'information sur le logement organise la 2e édition de la semaine de l'accession à la propriété au siège de l'ADIL à Bergevin, Pointe-à-Pitre. Marie-Claude Louis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes juriste à l'ADIL. 60% des Guadeloupéens sont propriétaires, mais 40% en rêvent. Toujours la semaine prochaine, des conseillers juristes de l'ADIL comme vous seront à la disposition du public au siège, je l'ai dit, à Bergevin, à Pointe-à-Pitre, afin de répondre à toutes les questions concernant les projets immobiliers. Comment va se décliner cette semaine? Quels seront les temps forts? Voilà, 2 temps forts principalement. Donc le but, c'est que l'ANIL, avec le réseau des ADIL, ont initié une enquête auprès de la population, mais aussi auprès des conseillers juristes, afin de déterminer l'impact du conseil, des conseillers des ADIL auprès de la population, l'impact par rapport au projet d'accession. Donc, à partir de cette enquête, où on s'est rendu compte que réellement les ADIL étaient vraiment un élément d'information, un point fort sur la préparation, mais également sur la sécurisation des projets d'accession, il était vraiment important que le point d'orgue soit mis sur l'accession. Donc, la semaine du 19 au 23 mars, il y aura 2 points forts. Dans un premier temps, c'est la réception du public, donc des portes ouvertes, réception du public par les conseillers juristes de l'ADIL. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc également, les professionnels, ce sont nos partenaires qui seront également sur place pour recevoir le public. Et le deuxième point fort, c'est que nous organisons un atelier d'information qui sera sur la thématique l'achat dans l'ancien avec la rénovation. Il y aura également un architecte pour répondre à toutes les questions liées à l'urbanisme, les précautions
dans le cadre de l'achat d'un ancien. Et puis surtout sur place, les visiteurs pourront savoir tout de suite à quel montant ils peuvent prétendre. Des simulations sont effectuées. Voilà, donc les consultations des asiles interviennent sur plusieurs domaines. Donc c'est vraiment toutes les informations concernant le logement. Donc les conseillers juristes de l'asile réalisent des simulations financières afin de permettre la capacité de déterminer la capacité de financement de ménage. Donc ça permet d'intégrer les aides, les subventions et ça permet au ménage de savoir en fonction du projet qu'il envisage de réaliser, l'achat d'une maison, la construction d'une maison, dans le neuf, dans l'ancien, en fonction de sa situation familiale, professionnelle, de l'endettement en cours également, puisqu'il y a des personnes qui des fois ont déjà un crédit, de savoir est-ce que le projet, ces ménages pourront le mener à terme. Est-ce que c'est plus difficile d'acquérir un logement aujourd'hui, de l'acheter, plutôt qu'il y a 30 ans? Alors, nous, dans les consultations, par exemple, dans les ADIL en métropole, puisque l'ADIL fait partie d'un réseau d'ADIL, nous sommes près de 80 ADIL, on se rend compte qu'en Guadeloupe, contrairement en métropole, où en métropole, les ADIL, les consultations sur les simulations, sur l'accession, représentent à peu près 10% des consultations. Nous, à l'ADIL, on est à 25%. Donc, sur le total de nos consultations, 25% des questions portent sur l'accession à la propriété. Donc, c'est vraiment pour vous expliquer que les ménages guadeloupéens sont quand même, ont le désir, la volonté d'accéder. On sait qu'ils ont en général le désir, mais si moi je gagne le SMIC, est-ce que vous pensez, est-ce que c'est possible aujourd'hui pour moi d'acheter un logement? Alors, tout dépend du projet. Vous avez des secteurs. C'est vrai que la difficulté principale aujourd'hui, c'est le foncier. C'est-à-dire qu'étant donné que nous restons dans un département, les terrains sont rares, donc les terrains ont pris de la valeur, ce qui engendre un coût important en ce qui concerne la construction. Maintenant, vous n'avez pas le même prix d'opération si vous êtes déjà propriétaire du terrain ou si vous envisagez une accession dans des communes plus reculées où les prix seraient plus abordables. Le prix, par exemple, si vous souhaitez faire un projet sur la périphérie, l'agglo de Cap-Excellence, donc sur les communes de Bemao, sur Pointe-à-Pitre, sur Abîme, vous n'aurez pas les mêmes prix que si vous réalisez le projet sur une commune comme Port-Louis, comme Morne-à-l'Eau, même sur la Basse-Terre, si vous faites un projet sur Saint-Claude, ce ne sera pas les mêmes prix. Aussi, autre question, est-ce qu'il est préférable finalement de faire son achat jeune plutôt qu'à un âge avancé? Alors, vaut mieux faire le projet le plus jeune possible parce que ça joue, l'âge va compter dans la durée. C'est-à-dire que les banques vont calculer une durée de remboursement qui va tenir compte du départ à la retraite. Il y a aussi les conditions d'assurance. Donc la question d'invalidité, le risque pour le décès. Donc c'est vrai que lorsque les conseillers à l'ADIL, nous réalisons des simulations financières, on intègre avec le ménage tous ces paramètres à long terme, donc l'évolution des revenus. Par exemple, pour les personnes qui sont fonctionnaires à la retraite, il y a la perte des 40%, l'évolution, mais aussi des charges du ménage. Donc, on tient compte de tout ça quand on fait les simulations financières. Marie-Claude Louis, comment se porte le marché guadeloupéen de l'immobilier? Ça se porte bien. Le désir d'accession, il est vraiment important, il est très demandé. Le désir et puis l'achat, est-ce qu'on arrive à acheter? On arrive à acheter. Et bien, vous avez notamment, comme je vous disais, donc sur la semaine, nous avons des partenaires qui seront présents, qui vont présenter tous leurs produits, tant dans le neuf que dans l'ancien. Et en général, ces produits partent assez rapidement. Le programme des opérateurs part assez rapidement. Il faut faire vite la semaine prochaine, de lundi prochain jusqu'à vendredi. Voilà, lundi jusqu'à vendredi. Donc, je vais juste préciser les partenaires qui seront présents sur place. Vous aurez Action Logement qui va intervenir sur toutes les questions de financement. Il y aura les bailleurs, donc il y aura la SPHLM, la SEMSAMAR, la CEMAG, la SIG, ainsi que SICOA pour présenter leurs produits. Vous aurez également accès aux architectes par le biais du COAG, le comité régional de l'ordre des architectes, ainsi que les urbanistes par le biais du CAUE, le Conseil architecture, urbanisme et environnement. Et pour toutes les personnes qui souhaitent des conseils sur les économies d'énergie, nous aurons également sur place un conseiller info-énergie, ainsi que le service qualité construction de l'ADEAL. Marie-Claude Louis, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous passons à un autre sujet, question santé maintenant. Aujourd'hui a eu lieu la première réunion du comité de pilotage du plan Chlordécone 3 en Martinique. Il réunit des associations et de représentants d'institutions peu convaincus par l'action de l'État pour protéger la santé des consommateurs. Le reportage est signé Guy Raphaël René. C'est un comité de pilotage constitué d'élus, d'institutionnels et d'associations, un espace d'échange d'informations et d'analyse sur la problématique chlordécone. Mais la teneur du débat ne semble pas faire l'unanimité. Je suis sorti de là stomaqué, réduit, et puis finalement on n'a pas avancé. On était juste devant un rapport d'autopsie. C'est devant un rapport d'autopsie. Et ce que nous attendons, on met des millions et des millions sur la table pour chercher des problèmes à la chlordécone. Oh, il y a tellement de molécules que nous mangeons et que nous buvons à travers le robinet au moment où nous parlons. Les hormones de croissance, ça n'intéresse personne. Donc nous disons qu'il faut qu'on arrête la plaisanterie.
Du côté des parlementaires également, on souhaite aller plus vite dans la recherche de solutions. Mais à quand les solutions réelles vers le zéro chlordécone, ça c'est pour les consommations, et puis également à quand les vraies questions de décontamination. Et avec Catherine Concorde en tout cas, nous avons tout fait récemment pour que les ministres concernés, ils sont 3 ou 4, comprennent qu'il s'agit là vraiment d'une affaire de santé publique aussi grave que celle du sang contaminé. Les plans se succèdent, plan chlordécone 1, plan chlordécone 2, mais le peuple ne voit pas directement où va cet argent-là. On nous annonce des millions, mais on ne voit pas la cause progresser, on ne voit pas la prise en charge des personnes malades progresser, on ne voit pas la modification, la transformation de l'agriculture dans le sens de préserver les intérêts sanitaires, les intérêts de la santé, de la qualité. Pour l'instant, on est quand même en train de bégayer depuis un moment sur cette affaire-là. Et je considère, et nous avons considéré, qu'il est temps de passer à l'action. Depuis le premier plan chlordécone en 2008, près d'une centaine de millions d'euros ont été mobilisés. Pour le député du Sud, il faudrait agir au plus vite sur la législation pour produire du concret. L'une des pistes que je suis en train d'étudier en tant que député, c'est de faire une proposition de loi pour que la prise en charge de la pratique du sport pour ces publics-là qui sont atteints de ces pathologies-là soit remboursée par la sécurité sociale. Et puis une deuxième mesure qui peut relever de la loi, c'est l'interdiction définitive de toute forme de dérogation de produits phytosanitaires qui mettent en danger la vie de nos concitoyens. À l'issue de la réunion, le préfet a fait le point sur les travaux menés dans la matinée ainsi que sur les fondements de ce comité de pilotage qui se veut l'interface entre les instances de l'État et la population, contaminée à 92%. On a un combat à gagner avec les Martiniquais et les Martiniquaises pour modifier les habitudes et pour ce qu'on appelle réduire l'exposition à la chlordécone. La chlordécone concerne tout le monde et elle concerne toute la Martinique. Et donc on a un combat d'information à gagner pour que chacun sache quelles habitudes alimentaires il peut adopter, dans quelle mesure, et c'est le cas, il peut faire confiance à la production locale, dans quelle mesure les contrôles existent, dans quelle mesure il faut être prudent parfois, par exemple sur les approvisionnements en eau au bord des routes. Et donc ça, c'est un combat d'information. Dès le mois prochain, le directeur général de la santé se rendra en Martinique pour la deuxième réunion du comité de pilotage, mois durant lequel une cartographie de la pollution des sols sera rendue publique. Et en Guyane, s'est tenu hier soir un débat public sur la responsabilité parentale dans l'augmentation de la délinquance juvénile. Les interventions étaient nombreuses, les échanges parfois tendus. Regardons ce reportage de Gaël Ouassim. Un débat houleux. Hier soir se tenait une concertation publique sur le thème « La délinquance juvénile ». Un thème bien souvent commenté dans nos actualités, nos faits divers et nos situations quotidiennes. Plus d'une cinquantaine de personnes étaient présentes pour y participer. Parmi elles, des éducateurs spécialisés, des professeurs, mais surtout des parents. Le sujet m'intéresse vraiment en tant que maman et puis en tant qu'enseignante aussi. Donc par curiosité, je suis venue voir ce qu'était ce débat. Le débat devrait être organisé quartier par quartier. Je pense que si on veut toucher les familles au plus proche, il faudrait que des micro-débats soient organisés un peu partout dans la ville. Il y a des propositions auxquelles j'adhère qui ont déjà été faites par les participants. Et après, je pense que c'est surtout aux citoyens de prendre en charge les choses. Exerçant le métier d'éducateur spécialisé, Raphaël, quant à lui, nous a livré ses impressions. Le critère commun qu'il y a dans tous ces enfants, puisque le thème aujourd'hui c'est la délinquance juvénile, sur les délinquants, les mineurs délinquants, la plupart d'entre eux, 90% d'entre eux, ce sont des enfants qui vivent dans une grande précarité, qui sont dans un milieu social extrêmement précaire. Et souvent, la précarité pour les plus jeunes, petit à petit, peut emmener vers la délinquance. Mais j'insiste aussi pour dire que tous les jeunes précaires ne deviendront pas des délinquants. Je pense que si les adultes petit à petit réinvestissent l'espace public dans leur propre quartier, ce sont leurs enfants qui sont sur l'espace public, que ça peut avoir un petit effet. Alors ça ne sera pas la révolution, mais comme je disais, c'est quelque chose qui ne coûte rien. Mais par contre, ça demande de l'investissement. Pour la municipalité de Cayenne, le but étant de sensibiliser et d'avertir les personnes au risque et de recueillir les propositions de leurs concitoyens. En tout cas, c'est le but de vraiment toucher, justement, de faire ce recueil de propositions de la population et les élus, justement pour pouvoir
toucher à l'Assemblée, toucher du doigt les réalités guyanaises. Et c'est la volonté justement qu'on veut faire et les propositions qu'on veut apporter aux députés, excusez-moi, pour justement apporter et débattre et proposer des lois pour la Guyane. Toutes ces propositions et améliorations exprimées seront rassemblées dans un registre qui sera par la suite transmis à nos parlementaires. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Les journées portes ouvertes de la classe prépa art et design dans la cité des métiers. Et puis nous vous en parlions hier. La Poste a inauguré aujourd'hui, le premier point de service relais dans le chef-lieu à Basse-Terre. C'était le dernier jour de la semaine académique du créole aujourd'hui dans les classes. Un travail a été réalisé entre professeurs et élèves en géographie, littérature et même en mathématiques pour apprendre le créole. La clôture de cette semaine s'est effectuée au Memorial Act à Pointe-à-Pitre. On écoute d'ailleurs l'un des intervenants interrogés par Linda Kayarsi. Alors moi j'ai vu des gens convaincus, déterminés, actifs, des professeurs qui échangent entre eux, qui ont très envie d'améliorer leurs pratiques, enfin de les rendre encore meilleures. J'ai vu beaucoup de choses extrêmement positives. Et ça, c'est impressionnant. Enfin, les deux journées d'hier et d'aujourd'hui ont été l'occasion de confronter des idées, de faire avancer d'avancer des projets, de les défendre, etc. Donc tout cela me paraît très, très, très intéressant, quoi. Enfin, voilà. Et je sais que par ailleurs, il y a eu de multiples manifestations dans les établissements qui expriment l'attachement des professeurs et des élèves à la langue et à la culture créole. Et vous avez jusqu'à demain pour vous rendre aux journées portes ouvertes de la classe prépa art et design, promotion 2017-2018 à la Cité des métiers d'art. Des filières qui devraient intéresser les élèves qui souhaitent s'orienter vers l'architecture, le design ou encore la mode. Le reportage est signé Anne-Elisabeth Artsen. Depuis un peu plus de 20 ans, le Centre des métiers d'art de Bergevin ouvre ses portes au public une fois par an. L'occasion pour ces classes prépa de s'exposer. Le Centre des métiers d'art a une double vocation. Donc il accueille des élèves qui sont en classe préparatoire, en art et design. Et il accueille aussi le grand public dans le cadre des pratiques artistiques amateurs. Les portes ouvertes permettent à l'établissement de rencontrer nos futurs étudiants. Et ces étudiants, quand ils viennent au CMA, aujourd'hui et demain, donc ils vont pouvoir rencontrer l'équipe pédagogique, les élèves de l'actuelle promotion qui vont partir prochainement pour les concours et les membres de l'administration. Il y a plus de 400 élèves qui sont déjà passés chez nous, qu'ils arrivent de la Guadeloupe continentale, de Saint-Martin, de la Martinique, voire d'ailleurs. Donc ils viennent chez nous pour pouvoir monter leur projet et pour pouvoir passer sereinement les différents concours de l'Hexagone. Ce sont des concours, donc ce sont les meilleurs projets qui sont retenus. Pour ces jeunes artistes, architectes ou designers en devenir, cette exposition permet de montrer leur savoir-faire avant de poursuivre leur formation au-delà de nos frontières. J'ai toujours eu une certaine ambition pour l'art et donc finalement depuis très jeune j'ai commencé au lycée Raoul Georges Nicolo et après j'ai été ici pour poursuivre mes études et savoir vraiment quelle branche qui me plaît le plus. Donc j'ai décidé finalement d'aller en design d'espace où j'ai réussi mon concours au Cégep de Trois-Rivières au Canada. Je vais devenir architecte d'intérieur et peut-être par la suite travailler soit dans la scénographie ou dans l'architecture pure. Je souhaite travailler plus tard dans le cinéma d'animation, donc c'est pour ça que vous pouvez voir dans mes dessins un peu de dessin animé, création humain. Je n'ai pas pour moi de style particulier. Oui, j'ai déjà des scénarios en tête et je vise une école d'animation à Marseille. Ces portes ouvertes ont donc pour vocation de permettre à ces élèves de présenter leurs créations au grand public, mais également aux professionnels du milieu, de quoi mettre en valeur leur cheminement artistique et le résultat de leur apprentissage au Centre des métiers d'art. Un résultat bluffant. Et les métiers de demain, il en est des questions à la Semaine nationale des missions locales, une manifestation qui se poursuivra jusqu'à mercredi prochain. Petit aperçu avec Anne-Elisabeth Artsen. Accompagner des jeunes vers leur métier de demain, c'est l'objectif de la Semaine nationale des missions locales, un rendez-vous incontournable pour l'antenne des Abîmes. Nous avons été l'une des premières structures à se positionner en se disant que le jeune peut entreprendre, même s'il a 16, 26 ans, il peut créer.
et nous sensibilisons le public autrement vers la création. Donc aujourd'hui, nous avons souhaité faire venir un établissement financier, tout simplement parce que dans le cadre de la création, il est important que le jeune puisse saisir l'importance de son plan de financement. Et là, ce matin, pour nos jeunes, c'était capital de pouvoir échanger avec Madame Linel sur l'accompagnement qui est proposé par la banque, la croyance qu'ils ont par rapport aux jeunes sur leur devenir, leur capacité aussi à créer demain matin. Je sillonne un peu les structures, les associations, etc. pour expliquer le positionnement de notre banque à leur côté, leur amener une expertise, leur dire qu'effectivement nous allons pouvoir les accompagner et puis au-delà du financement, on leur apporte un accompagnement. Oser voir grand, voilà, c'est vraiment une question de posture et on essaye de faire plus que cela, plus que en tout cas le simple métier de banquier. Pour ces jeunes futurs entrepreneurs, cette rencontre était l'occasion de mieux structurer leur projet d'avenir. C'est un moyen pour les jeunes créateurs d'entreprise de gérer leur compte, de gérer leur société et de poser les questions qu'ils vont poser pour se diriger dans la bonne voie en fait, pour bien avoir les bonnes bases et créer leur société. C'est toujours encourageant de voir des jeunes comme moi-même qui ont l'envie de créer une société, leur société. On veut faire une structure proposant des sorties touristiques en Guadeloupe. Question de faire développer les différents secteurs touristiques, randonnées ou autres, à partir de 3 ans et inclure un mode de garde pour les personnes qui veulent sortir aussi à un moment détente. Alors la banquière nous a expliqué vraiment ce qu'il faut faire et tout. Elle nous a permis de voir comment les choses vont se passer financièrement et tout. Elle a donné quelques explications, ce qui est important aussi, parce qu'il faut savoir que tout projet est porteur d'un financement. La mission locale finance également les porteurs de projets à hauteur de 4 500 € grâce à une aide mise en place par le conseil départemental. Et la ville de Basse-Terre a accueilli aujourd'hui le nouveau relais de la Poste, une nouvelle forme de service implantée directement chez un commerçant où les habitants peuvent déposer leur courrier et retirer aussi leur colis. Reportage Patrick Curie, Moïse Exter et les commentaires d'Anne-Elisabeth Artsen. Voilà la nouvelle implantation de la Poste relais urbain à Basse-Terre, une nouvelle forme de service proposée avec un objectif clair. L'objectif pour nous, c'est de diversifier notre offre. C'est un nouveau format de point de contact dont il s'agit, qui permet de participer à la dynamisation du centre-ville de Basse-Terre, qui permet d'avoir une amplitude horaire importante, tant la semaine que le samedi, pour l'ensemble de la population et également pour les touristes. Donc je crois que c'est avantageux pour tout le monde et que ce sont des choses que nous pourrions être amenés à développer dans d'autres villes de la Guadeloupe. Pour l'entreprise Ticasio, c'est une opportunité qui redonne un nouvel élan économique dans ce partenariat gagnant-gagnant. Depuis qu'on est point relais poste, ça nous amène une nouvelle clientèle. On a un peu plus de touristes, on a un peu plus de professionnels qui viennent nous voir puisqu'on fait tout ce que la Poste fait au niveau lettres, colis, timbres. Donc c'est le partenariat, c'est que on trouve notre compte et la Poste trouve son compte. Ce point service est donc venu renforcer le bureau centre de Basse-Terre ainsi que les 2 autres bureaux de poste du chef-lieu. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves si vous habitez à Saint-François et à Carac aux Abîmes. Les coupures sont prévues chez vous demain soir à 18 h. Avec un retour à la normale à 6 h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous demain à la mairie de Basse-Terre toute la matinée. Lundi, le rendez-vous sera fixé dans la zone de Dotémar aux Abîmes de 8 h à 13 h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction d'ATV Guadeloupe au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 16 mars. Nous l'avons vu ce soir, le leader du LKP, Lido Mota, ne désarme pas. Il a décidé de faire appel de son jugement, du jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Son objectif est d'être relaxé purement et simplement. Et Harry Chalus était à Pointe-à-Pitre ce matin. Il a passé en revue avec le maire Jacques Bongou les projets de la ville. C'est une ville qui ambitionne de retrouver sa grandeur d'antan pour faire face notamment au développement de la zone de Jarry et à celle des Abîmes. Et puis Guilos Barra a chaussé sa casquette de maire aujourd'hui pour faire le tour de la ville. Il a présenté à ses administrés les projets qui feront de Petit-Bourg une ville dynamique et accueillante d'ici quelques années.
Et le Centre des métiers d'art a ouvert ses portes ce matin. Il a tenu à présenter au public sa panoplie de formations et démontrer sa capacité à mener la jeunesse vers les écoles supérieures spécialisées dans le domaine de l'art. Des journées portes ouvertes qui se poursuivront jusqu'en début de semaine prochaine. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. On se retrouve lundi.